Voilà. Santé. Merci beaucoup. Une question, monsieur. Bon, on peut s'asseoir? Ok. Excellence, monsieur le Premier ministre, chers collègues journalistes, bonjour à tous. Alors, son Excellence, monsieur le Premier ministre, est très honoré de l'opportunité que vous lui offrez ce matin d'échanger avec vous sur le Burkina Faso. Alors, Excellence Paul Kalatiba, brièvement présenté, est économiste de formation, cadre de banque, précédemment donc en poste à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, et c'est lui qui a été appelé le 6 janvier 2016 pour diriger le gouvernement burkinabé. Et son Excellence, monsieur le Premier ministre, est présent aujourd'hui à Paris dans le cadre de la tenue donc la conférence des partenaires du Burkina sur le financement du PNDES. Le PNDES qui est le plan national de développement économique et social. Et cette conférence a refermé ses portes hier. Alors, et c'est donc un plaisir pour lui d'échanger avec vous sur le Burkina Faso et plus particulièrement sur cette conférence qui vient de refermer ses portes. Excellence, les journalistes qui sont réunis aujourd'hui ici sont des membres d'une association, l'association donc la presse étrangère. Alors, et pour ce point de presse, Madame Gamar est chargée donc de l'organisation. Et je vais donc lui donner la parole pour introduire les échanges, d'abord présenter l'association, avant donc qu'on puisse avoir des échanges à proprement parler. Madame, merci beaucoup, merci Excellence de votre accord pour faire cette rencontre qui vient dans un moment exceptionnel pour Burkina Faso suite à la réunion de Paris qui a rassemblé beaucoup de partenaires et on va appeler ça des amis de Burkina Faso qui ont participé qui souhaitent participer au développement de Burkina. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous rencontrer et de faire le point sur la situation dans votre pays. On va commencer en général, qu'est-ce qui se passe chez vous, avant de passer à l'actualité parisienne de ce qui s'est passé hier à Paris. Donc d'abord, si vous souhaitez bien, on va commencer la situation politique et économique au Burkina. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Merci. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. Ça me donne l'opportunité d'échanger avec vous sur mon pays et également, comme vous l'avez dit, sur la conférence qui vient d'avoir lieu sur le financement du plan national de développement économique et social. Alors, vous me demandez qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Le Burkina Faso va très bien. Depuis, vous savez que mon pays est indépendant depuis 1960. Il y a eu des soubresauts un peu dans l'histoire du pays. Et en 2014, il y a eu l'insurrection populaire. La jeunesse s'est insurgée contre la tentative du président qui était en place depuis 27 ans de vouloir transformer des dispositions constitutionnelles pour pouvoir rester au pouvoir. Et c'est à la suite de cette insurrection populaire qu'il y a eu donc un changement donc, de pouvoir. Et à la suite de l'insurrection populaire, il a été institué un régime de transition. Ensuite, qui a duré donc de 2015, toute l'année 2015, et il y a eu des élections libres, transparentes, démocratiques, qui ont eu lieu le 29 novembre 2015. Élections législatives et élections présidentielles. À la suite desquelles le président Roch-Marc Christian Kaboré a été élu dès le premier tour. Donc les élections ont été libres, transparentes et équitables. Et sous la supervision de la communauté internationale, il n'y a eu aucune contestation. C'était vraiment transparent. Ceux qui ont été battus ont accepté le verdict des urnes. Alors, depuis l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré aux responsabilités, j'ai eu l'honneur d'être appelé comme Premier ministre depuis le 6 janvier 2016. Ça fait maintenant
un peu moins d'un an. Alors, nous avons trouvé un pays un peu fragilisé sur le plan économique, puisque la croissance économique avait reculé. On avait connu depuis plusieurs années, une dizaine d'années, un taux de croissance moyen du produit intérieur brut de l'ordre qui est marqué également par le recul de la croissance. Sur le plan politique, la situation également n'était pas simple, puisque il y a eu des attentats terroristes qui ont endeuillé mon pays, puisque en une semaine, moins d'une semaine après l'installation du gouvernement, il y a eu des attentats terroristes à Ouagadougou, et il y en a eu d'autres encore. Et tout cela a créé une sorte de climat un peu d'inquiétude dans l'opinion. Et voilà, donc c'était pas facile, il fallait faire face à cette situation, mais le gouvernement est arrivé à maîtriser la situation. Le gouvernement a pris les mesures pour essayer donc de réorganiser les forces de défense et de sécurité, parce que sous le régime précédent, le régime du président Compaoré, les forces de défense et de sécurité avaient été totalement désorganisées. Elles avaient été structurées autour donc d'une seule mission, conserver le pouvoir pour le président Compaoré à l'époque. Aujourd'hui, donc, ce que mon gouvernement essaye de faire, sous le magistère du président Roch Christian Kaboré, c'est de réorganiser les forces de défense et de sécurité, aussi bien sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan de l'équipement, sur le plan de l'entraînement, de manière à ce que ces forces de défense et de sécurité puissent faire face à la menace. C'est ce que nous essayons de faire. Nous le faisons avec les partenaires de la sous-région, avec nos amis des pays, les puissances étrangères, et je pense qu'avec toutes ces initiatives conjuguées, nous arrivons donc à bien contenir la situation. Voilà un peu de manière résumée la situation économique, la situation politique. Les perspectives sont bonnes puisqu'en 2016, cette année, nous pensons que la croissance va repartir. La croissance est estimée à 5,4% en 2016. Le Fonds monétaire international qui a fait sa 6e revue du programme avec nous en octobre dernier, a délivré un satisfecit par rapport aux réformes qui sont engagées, par rapport donc à la viabilité du cadre macroéconomique de manière générale. Donc je pense que les bases de la relance de l'économie sont en train d'être réunies. C'est pourquoi nous sommes venus donc à Paris ici pour chercher donc le soutien de la communauté internationale, le soutien des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso pour financer le plan national de développement économique et social ce plan national de développement économique et social, c'est la matérialisation du programme du président pour les 5 prochaines années, pour les quinquennats à venir. Voilà ce que je peux dire de manière très ramassée sur la situation économique et politique au Burkina Faso aujourd'hui. Merci. Avant de passer aux questions, je voudrais juste revenir à ce qui s'est passé hier comme grand événement pour Burkina Faso à Paris. Il y avait des promesses qui ont atteint plus de 12 milliards d'euros, si je ne me trompe pas des chiffres. 28 milliards d'euros. Ah, au total. Donc, si vous prenez le total de la journée donc, de 7 et de 8, ouais. Ça fait 28 milliards d'euros et un peu plus de 30 milliards de dollars. Cet argent-là sera investi où? Dans quel domaine? Et qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Et vous pensez aussi ça va rester juste des promesses ou bien vraiment il y aura des versements qui seront directs ou bien indirects vers le pays? Alors, vous savez, la conférence des partenaires techniques et financiers, la conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du plan national de développement économique et social, nous sommes venus ici d'abord pour chercher à boucler les financements du plan. Parce que l'ambition politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que le plan soit financé en majorité par des fonds propres de l'État, par les Burkinabés. C'est pourquoi dans le plan, 64% du plan est financé sur des ressources propres. Maintenant, nous sommes venus rechercher des financements pour 36% du plan. Alors donc, le plan consiste à quelle sorte de projet?
Le plan, il y a 3 axes fondamentaux. Le premier axe du plan, c'est la réforme des institutions et la modernisation de l'administration. C'est la gouvernance. Ça, c'est l'axe numéro 1. Et les aides, Le deuxième axe, les aides seront vers la formation ou bien vers pour l'administration, pour réformer l'administration ou bien... je vais y arriver. Je vais y arriver. Deuxième axe. Le deuxième axe du plan, c'est l'édification du capital humain. Il faut, au niveau du capital humain, ça veut dire la réforme de l'éducation et également la réforme du système de santé. Okay. Voilà, du système de santé. Ça, c'est l'axe numéro 2. Et l'axe numéro 3, c'est la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que les secteurs porteurs de l'économie soient mieux organisés pour nous permettre d'avoir ce que nous appelons donc pour nous permettre de réaliser la transformation structurelle de l'économie et avoir une croissance beaucoup plus forte. Donc voilà les 3 axes centraux du plan national de développement économique et social. Donc pour revenir donc à votre question de manière plus précise, alors les intentions de financement qui ont été annoncées le 7 et le 8 décembre, ce sont des intentions de financement, ce ne sont pas des décaissements, ce sont des intentions de financement. Le premier jour, comme vous le savez, c'était les partenaires techniques et financiers publics. Et le deuxième jour, ce sont les acteurs du secteur privé qui sont exprimés. Le deuxième jour, donc, c'était un forum réservé au secteur privé. Voilà, parce que notre conviction, c'est que c'est la complémentarité entre les actions de l'État, donc du secteur public, et du secteur privé qui peut amener donc une croissance vertueuse dans un pays. Nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée les emplois. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la justice et de créer donc les conditions donc, de développement donc, de l'économie, en créant les conditions de rentabilité du capital. C'est comme ça, c'est ça notre vision de l'économie. Donc, c'est pour vous dire que hier et avant-hier, nous avons recueilli donc des intentions de financement qui vont au-delà de ce que nous recherchons. Nous sommes venus ici pour rechercher à peu près, le besoin de financement s'élevait à peu près à autour de 9 milliards de dollars, de manière générale, 9 milliards de dollars. Et ce que nous avons recueilli comme intention de financement, ça dépasse les 30 milliards de dollars. Alors, ces intentions de financement, si je m'en tiens à ce que je n'ai pas encore une répartition détaillée par secteur, mais ces intentions de financement concernent essentiellement des secteurs clés qui bloquent la croissance au Burkina Faso. Quels sont ces secteurs qui bloquent la croissance? Quels sont ces secteurs qui bloquent la croissance? C'est d'abord la question de l'énergie. Ensuite, deuxièmement, c'est la question des infrastructures routières. Et troisièmement, c'est la question de la création de chaînes de valeur au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Et l'articulation agriculture, élevage et agro-industrie. Ensuite, il y a d'autres secteurs d'activité qui ont également qui ont été également plébiscités, mais ce sont essentiellement donc ces secteurs qui ont polarisé les plus d'attention de la part des investisseurs aussi bien publics que privés. Alors, pour revenir en détail, si on prend la question de l'énergie, c'est important parce que mon pays est confronté sur le plan énergétique à un problème très très grave. C'est d'abord un déficit énergétique, puisque la production d'énergie est insuffisante par rapport à la demande. Il y a un gap de production de 110 MW entre l'offre et la demande. Deuxième problème au niveau de l'énergie, c'est le prix de l'énergie, c'est le coût de l'énergie, qui n'est pas compétitif parce qu'il est trop cher. Pourquoi il est trop cher? Parce que la majorité de l'énergie qui est produite au Burkina Faso est produite à base donc, de HFO, à base de produits pétroliers que nous importons. Et comme le Burkina Faso est un pays enclavé, situé à 1000 km de la mer, il faut ajouter donc au coût d'achat également de transport. Qui fait que donc, la production d'énergie à base d'énergie thermique revient beaucoup trop cher au Burkina Faso.
Donc, nous avons donc deux problèmes de fond. C'est d'abord un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau de l'énergie. Et deuxièmement, un problème au niveau du coût de production d'énergie qui font que notre économie ne peut pas être compétitive. C'est pourquoi le gouvernement a fait le choix de régler ces deux problèmes à travers la politique de ce qu'on appelle le mix énergétique. Nous voulons maintenant développer l'énergie solaire, les énergies renouvelables. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que le Burkina Faso est un pays là où l'énergie solaire est elle est très abondante, très abondante. Il y a beaucoup de soleil. Alors donc, il est donc normal que notre stratégie essaie d'optimiser cette ressource naturelle qui est là pour produire donc de l'énergie. La deuxième raison, c'est que ça nous permet de produire de l'électricité beaucoup moins chère, à un coût beaucoup plus réduit. Avec les technologies qui existent aujourd'hui, il est possible de produire l'énergie à un coût de kilowattheure qui tourne autour de 11 cents le kilowattheure. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des coûts de production beaucoup plus élevés au niveau donc, de l'énergie électrique. Donc, deux raisons. Première chose, il faut aller vers les énergies renouvelables, non seulement parce que cela est en phase avec les politiques à mettre en œuvre, les réformes à mettre en œuvre dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, mais également parce que simplement ça va nous permettre de réduire également donc, le coût de l'énergie. Donc la politique du gouvernement est tournée vers cela. Donc l'effort du secteur public et l'effort du secteur privé vont converger vers la résolution donc, de ce problème de fond qui contraint la croissance dans mon pays. Ensuite, il y a la question donc, des infrastructures. Le Burkina Faso est un pays qui est situé à 1000 km de la mer. Nous sommes enclavés au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sans accès à la mer. Donc ça veut dire qu'il y a des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés que les autres. Il faut donc des infrastructures pour désenclaver le pays. Donc des infrastructures ferroviaires, des infrastructures routières, des infrastructures aéroportières, etc. Donc ça, c'est un des volets également vers lesquels les partenaires techniques et financiers, et aussi bien que les investisseurs privés, se sont intéressés. Il y a également, à l'intérieur du Burkina Faso, à l'intérieur du pays, des enjeux de connectivité. Pourquoi? Parce que vous avez des zones où on produit de l'élevage, où on produit de l'agriculture, mais qui sont isolées, parce qu'il n'y a pas de route. Donc, il est important que ces pays, ces zones de production soient connectées au reste du pays pour pouvoir donc permettre donc d'écouler les marchandises. Donc la question donc des infrastructures routières est également essentielle pour le développement donc du Burkina Faso. C'est pourquoi les investisseurs privés et les partenaires techniques et financiers se sont également intéressés donc au financement des infrastructures. Il y a également, comme je l'ai dit, les financements sont allés également dans d'autres activités telles que la question donc la question du changement climatique, toutes les politiques à mettre en œuvre, la question donc de l'accès des femmes au financement, de l'employabilité des femmes, l'autonomisation des femmes. Il y a également des financements qui ont été orientés vers l'agroalimentaire, comme je l'ai dit, puisque à partir donc de l'agriculture et de l'élevage, nous comptons développer l'industrie du Burkina Faso à partir donc de la modernisation de l'agriculture et de l'élevage, en développant des filières à forte valeur ajoutée, des filières qui créent des chaînes de valeur pour pouvoir donc développer l'industrie agroalimentaire. Voilà un peu comment les choses se sont passées au cours des journées de 7 et de 8 décembre qui étaient consacrées au financement du plan national. Excellence à votre permission. Alors, je sais que l'agenda de son Excellence est un peu chargé. Nous allons demander d'aller un peu plus vite dans les questions pour qu'on puisse rester dans peut-être un peu plus d'un quart d'heure de temps, un peu plus. Alors, allez, je vous en prie. Allez-y. Alors, Thérèse Diata, journaliste indépendante et pour Amina Magazine et autres. En fait, ma question, les partenaires, ils sont d'accord pour financer, mais en échange de quoi? Puisque depuis l'indépendance, bon, il y a toujours, même s'il y a, je veux dire, un partenariat, c'est toujours en échange de quelque chose. Le Burkina Faso, qu'est-ce que lui, il va apporter
Merci. aux partenaires. Merci. Pour reprendre ta question, quels sont les partenaires? Qui sont les partenaires? Qui sont les D'accord. partenaires à ces profils? Moi aussi, je voulais savoir. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre question. Alors, les partenaires techniques et financiers, c'est d'abord le système des Nations Unies. Nous avons tout le système des Nations Unies qui nous a apporté une aide précieuse. Ce que j'appelle le système des Nations Unies, c'est toutes les institutions des Nations Unies. Vous avez il y a le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Vous avez également, oui, toutes les institutions des Nations Unies. Il y a, pardon, UNICEF. l'UNICEF, le FUNIAP, l'UNDP. Vous avez, alors, toutes ces institutions des Nations Unies et assemblées sont, sont avec le Burkina Faso. Il y a, après donc, le système des Nations Unies, il y a l'Union européenne. L'Union européenne qui est également un de nos principaux partenaires économiques et financiers, techniques et financiers. L'Union européenne supporte de manière très soutenue les programmes de développement du Burkina Faso. Après l'Union européenne, vous avez également, donc, la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a apporté donc un appui décisif au financement donc, de ce plan et qui nous a apporté un concours très précieux pour l'organisation donc, de la conférence de Paris. Donc la Banque mondiale qui nous a beaucoup accompagnés et qui continue de nous accompagner. Et après la Banque mondiale, vous avez également le Fonds monétaire international, puisque le Fonds monétaire international, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international nous a accompagnés et continue de nous accompagner. Au-delà donc de ces institutions, vous avez également des partenaires bilatéraux, qui sont des partenaires historiques. Vous avez la France d'abord, qui est un pays avec lequel le Burkina Faso est lié par l'histoire, avec lequel nous avons des rapports très féconds. Nous avons la France, nous avons les États-Unis qui nous soutiennent. Ils étaient tous présents, la France, les États-Unis. Nous avons des pays comme l'Allemagne, nous avons l'Autriche, nous avons donc des pays comme la Belgique, l'Italie, la plupart des pays européens, les pays scandinaves, le Danemark, la Suède. Il y a vraiment tous ces pays qui nous apportent une aide précieuse. Nous avons également vraiment tous ces partenaires bilatéraux qui nous apportent vraiment une aide très, très précieuse. Il y en a, bon, au-delà de ça, il y a au niveau des multilatéraux, il y a également des institutions financières des pays du Golfe, comme la Banque islamique de développement, la BID. Vous avez également l'OFID qui est l'Office qui est le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Vous avez l'OFID, vous avez la BADEA, vous avez donc la Banque arabe pour le développement en Afrique. Vous avez toutes ces institutions, le Fonds cohésien, etc. C'était tout cela. Ça, ce sont les bilatéraux, les multilatéraux. Vous avez également, on peut également, au-delà donc de ces bilatéraux et multilatéraux qui sont officiels, hier, comme je l'ai dit, c'était le forum du secteur privé. Nous avons, la salle était comble. La salle ne peut pas contenir donc, tous les partenaires privés qui voulaient accéder. Il y avait des partenaires privés qui sont venus de par le monde entier. Et vous êtes ouvert pour toutes les propositions? Oui. Pour tous les signataires de projets, vous accueillez tout le monde? Nous accueillons tout le monde parce que nous avons besoin d'investissement. Le Burkina Faso a besoin d'investissement. Premier ministre, je suis désolée, vous n'avez pas répondu à ma question. Excusez-moi. En termes d'échange. Oui, je vais répondre. Je vais vous répondre. Alors, nous avons conçu cette conférence. Cette conférence et j'y tiens beaucoup dans un esprit de partenariat. Je pars du principe que le gouvernement du Burkina Faso s'engage à mettre en œuvre des réformes structurelles importantes pour moderniser le pays et créer les conditions de développement donc, de l'économie nationale. Ces réformes touchent le secteur de la santé. Par exemple, au niveau de la santé, nous avons engagé une vaste réforme pour mettre fin aux inégalités qui est au niveau du secteur de la santé. Donc, pour terminer mon idée, je voulais dire que nous venons ici avec la volonté, l'engagement
d'implémenter des réformes profondes au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, etc., au niveau des régies financières, la douane, les impôts, la fiscalité, etc., etc., nous avons l'ambition de mettre en œuvre ces réformes pour rendre plus efficace le fonctionnement donc, de notre économie. Ces réformes touchent également le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau, etc. Ça, ce sont les engagements que mon gouvernement prend. Et les ministres qui m'ont accompagné, et j'ai été accompagné d'une très forte délégation ministérielle, ont détaillé les réformes structurelles que nous entendons mettre en œuvre dans tous ces secteurs-là. Donc, la conférence a pour objectif pour moi de manifester le soutien de nos partenaires techniques et financiers aux réformes que nous entendons engager. Nous ne sommes pas venus à Paris pour rechercher des chèques ou des financements. Nous sommes venus ici dans l'esprit de nouer un partenariat, fait d'engagement réciproque. D'un côté, un gouvernement qui a une vision, qui a une politique et qui a une stratégie. Et qui sait exactement quelles sont les réformes sectorielles qu'il faut mettre en œuvre pour essayer de moderniser et de développer l'économie. Et nous les avons détaillées secteur par secteur. Et en contrepartie donc de ces réformes que nous entendons mettre en œuvre, nous demandons le soutien de nos partenaires pour mettre en œuvre ces réformes-là. Donc c'est comme ça donc que nous concevons cette conférence. Et maintenant, nous avons également détaillé le cadre du suivi et d'évaluation du plan national de développement économique et social avec les partenaires techniques et financiers. Pour dire, voilà, ce partenariat, nous le mettons en œuvre, mais nous nous mettons d'accord également sur un cadre de suivi, sur un cadre d'évaluation, de manière à ce qu'on soit sûr que les engagements qui ont été pris de part et d'autre, aussi bien de la part du gouvernement que de la part des partenaires techniques et financiers, seront tenus. C'est ça, c'est un peu comme ça que moi nous concevons la conférence de Paris. Oui, Daniel. Oui, qu'est-ce que je voulais vous parler de l'énergie, qui est un problème particulier. Vous étiez à Burkina Faso, qui est à Marrakech. Vous avez signé les accords de Paris sur la COP 21, non, déjà. J'ai eu l'honneur de représenter le président du Burkina Faso à la conférence de New York au mois de, je crois que c'était au mois d'avril. Et c'est moi-même qui ai signé pour le compte de mon gouvernement l'accord de Paris à New York. Maintenant, cet accord devait être ratifié par le Parlement et il a été ratifié par le Parlement. D'accord. Est-ce que la COP 22 va accélérer vos projets? C'est-à-dire que ce que vous avez pris comme partenariat, comme axe, on a dit que la COP 22 c'était la COP de l'action. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans vos projets énergétiques, d'infrastructure, par exemple sur le solaire? Est-ce que vous allez avoir plus de financement Vous savez que le Fonds vert a pour l'une des missions du Fonds vert, c'est de financer les politiques d'adaptation des pays qui sont les plus affectés par le changement climatique. Et le Burkina Faso, maintenant, en tant que membre du traité, nous avons effectivement l'ambition de coopérer activement avec le Fonds vert pour financer donc, les politiques d'adaptation de mon pays au changement climatique. Vous savez, les questions de changement climatique, ce n'est pas qu'au niveau de l'énergie. Regardez au niveau de l'agriculture et de l'élevage. La désertification. La désertification qui réduit les pâturages pour le bétail. La désertification qui réduit également les superficies donc, de terres cultivables dans les zones rurales. C'est un fléau. Et il y a également donc, la question de l'énergie. C'est pour dire que la question donc, du changement, de l'adaptation au changement climatique est une question transversale au niveau donc, du Burkina Faso. C'est comme ça que nous la concevons. C'est pourquoi cette question est gérée directement par moi-même au niveau du Premier ministère. Je considère que c'est une question qui concerne tous les ministères et nous avons élaboré une stratégie d'adaptation au changement climatique. Et cette politique d'adaptation est pilotée depuis le Premier ministère, parce que c'est une politique qui concerne l'ensemble des ministères. Et la question de l'énergie en fait partie. Et la question de l'énergie en fait partie. On prend 2 dernières questions, s'il vous plaît. Non. Non. Les réformes. 5 ans, il a dit.
Oui, le plan qui doit se mettre en œuvre pour 2016 jusqu'en 2020. Donc ça fait à peu près 5 ans. Voilà. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Je vous en prie, voilà. Sur le plan démographique, quelle est la moyenne d'âge, espérance de vie et la jeunesse? Combien représente le pourcentage de la tranche de jeunes? Et est-ce que vous avez un secteur au niveau de richesse naturelle qui est convoité? De richesse naturelle. Oui, le Burkina Faso, voilà, la question de la démographie est une question importante. Pourquoi? Nous avons un croît naturel de la population de 3,1%. La population augmente de 3,1% chaque année. Actuellement, nous sommes à peu près, on est un peu plus, la population du Burkina Faso est estimée à peu près autour de 18,5 millions d'habitants. Donc, on sera bientôt à 19 millions d'habitants. Parce que la population augmente de 3,1% chaque année. L'un des objectifs du plan, c'est de ralentir le taux de croissance démographique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la croissance moyenne du produit intérieur brut du Burkina Faso a été d'à peu près 5,5% pendant les 10-15 dernières années. Avec un croît naturel de la population de 3,1%, ça ramène donc la progression du produit intérieur brut par tête d'habitant à moins de 2%. Et ça, c'est une contrainte forte pour sortir de la pauvreté. Parce que plus de 40% de la population de mon pays vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il est vital pour le pays de contrôler la progression de la population. C'est pourquoi, dans le cadre du plan national de développement économique et social, nous entendons mettre en place des politiques, notamment de planification familiale, des politiques également donc, de vulgarisation de toute de politiques d'éducation des jeunes filles et également des garçons, pour essayer donc de maîtriser la croissance démographique, pour faire en sorte que la croissance démographique soit bien cohérente avec l'augmentation de la richesse nationale. Et l'ambition affichée donc, du plan national de développement économique et social, c'est de ramener le croît naturel de la population de 3,1% aujourd'hui à 2,7% à l'horizon de 2020, par la mise en œuvre de ces politiques dont j'ai parlé, à savoir les politiques d'éducation, de planification, également d'autonomisation des femmes, d'employabilité des femmes, etc. Et c'est comme ça que nous comptons régler ce problème de croissance démographique. Et vous avez mis un plan, par exemple, pour recueillir tous ces jeunes, les mettre dans des projets. Vous avez un plan pour eux? Alors, la réponse à la question de... Vous voyez, la question de l'emploi des jeunes, vous avez raison, c'est une question importante. Parce que si nous ne réglons pas la question de l'emploi des jeunes, c'est ça qui crée la désespérance. Et c'est ça qui pousse les jeunes à des situations extrêmes. Alors, c'est pourquoi mon gouvernement a deux politiques. Première politique, c'est une politique de court terme. La deuxième politique, c'est une politique de moyen terme. Oui. La politique de court terme, c'est la politique d'urgence, de réponse d'urgence. Parce que le diagnostic, c'est quoi? Le diagnostic, c'est que la question donc, de l'emploi des jeunes au Burkina Faso est intimement liée à l'inadaptation de notre politique d'éducation, de formation professionnelle avec les besoins de l'économie nationale. Beaucoup de jeunes sortent du système scolaire sans qualification, sans skill, sans savoir-faire. Et ils sont livrés donc ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi la politique de mon gouvernement, c'est deux axes. En urgence, ce que nous faisons, c'est des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les IMO. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous avons lancé un programme au mois d'octobre qui va employer près de 10 000 jeunes pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a 2 semaines à peine, je viens de lancer également un autre programme qui va employer près de 13 000 jeunes non scolarisés ou déscolarisés dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et il y a un deuxième volet, au-delà de ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Quand nous les regroupons, ce que nous faisons, on leur donne également une formation. Alors, le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le pré-emploi et la formation, et le pré-emploi et puis l'apprentissage. Puisque parmi ces jeunes,
Et nous prenons une partie, ceux qui ont une qualification. Nous signons donc des accords avec les associations professionnelles des mines, ceux qui travaillent dans les mines, des associations professionnelles des banques, et les différentes branches d'activité avec le patronat, pour qu'ils prennent ces jeunes on appelle ça, dans des programmes de pré-emploi et dans des programmes d'apprentissage, de manière à leur donner un peu de skills, de savoir-faire. Le troisième volet de ces programmes d'urgence, c'est la question donc, du financement de projets. Des jeunes qui ont déjà un petit savoir-faire, qui ont fait déjà l'école, qui ont un petit savoir-faire et qui ont des projets qui répondent à des critères de rentabilité et d'efficacité, le gouvernement finance les projets pour les permettre de développer l'auto-emploi, pour les permettre donc de s'installer et développer l'auto-emploi. Donc, 3 composantes. Haute intensité de main-d'œuvre pour les scolarisés et les non scolarisés, pré-emploi et apprentissage pour ceux qui ont une formation, et troisièmement, développement de l'auto-emploi pour ceux qui ont des projets. Ça, c'est les réponses d'urgence. Mais ça ne résoudra pas la question du fond du chômage des jeunes. C'est pourquoi le gouvernement a mis en œuvre une politique à moyen et à long terme à travers le plan national de développement économique et social. Ça concerne essentiellement une réforme complète de notre système d'éducation et de formation professionnelle. Nous ne voulons plus que des jeunes burkinabés sortent du système scolaire sans qualification. C'est pourquoi la réforme est axée sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la formation qualifiante. La formation qualifiante, c'est pour des jeunes qui sont non scolarisés et qui sont déscolarisés. On leur apprend en 6 mois ou en 1 an un métier. Ça peut être les métiers du bâtiment, le carrelage. Ça peut être la plomberie, ça peut être la peinture, ça peut être l'électricité. Ça peut être la boulangerie, ça peut être la pâtisserie, ça peut être la cuisine. Qu'ils aient quelque chose à faire. Ça, c'est la formation qualifiante. À côté de cela, nous développons maintenant ce qu'on appelle la formation professionnelle. Nous avons commencé à développer les lycées professionnels à l'intérieur du pays, de manière à ce que beaucoup de jeunes puissent entrer dans ces filières et sortir dès l'âge de 16 ans ou à l'âge de 19-20 ans avec un certificat spécialisé ou avec un brevet spécialisé ou avec un bac professionnel. Et avoir donc un skill, une qualification pour travailler. Donc le développement de la formation professionnelle. Le troisième axe, c'est le développement des lycées techniques, pour permettre à ceux qui veulent aller plus loin dans l'enseignement technique de pouvoir acquérir les compétences pour cela. Et le quatrième axe, bien sûr, c'est l'enseignement général, mais en mettant l'accent sur 2 choses. Le premier aspect, c'est le caractère universel de l'enseignement général, permettre à tous les jeunes burkinabés qui sont en âge d'entrer à l'école d'y accéder, mais également d'y recevoir un enseignement de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande inégalité par rapport à cette question, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui étudient aujourd'hui dans les écoles sous paillotes. Les écoles sous paillotes, ce sont les classes, par exemple, en plein air. Nous avons recensé plus de 3500 classes sous paillotes dans le pays, et notre ambition, c'est de mettre fin à cette grande injustice, à cette grande inégalité de classes sous paillotes. C'est des enfants qui sont en plein air. Il n'y a pas de classe. Et ça, c'est une question que nous allons essayer de régler également. Donc voilà les 4 dimensions de notre politique en matière de réforme de l'éducation. J'en profite pour revenir sur un point que je n'ai pas suffisamment développé, c'est la question donc des inégalités en matière de santé. Dès le mois d'avril, mon gouvernement a mis en œuvre une politique de gratuité de soins pour les enfants de moins de 5 ans, gratuité de soins pour les femmes enceintes, gratuité de soins, et notamment en ce qui concerne le dépistage des cancers féminins. Le gouvernement a mis ça en place pour mettre fin à une grande inégalité en matière d'accès aux soins qui existait dans la société. Et ça, nous allons poursuivre cette politique. Parce que les inégalités en matière de soins, on les percevait sous 2 rapports. D'abord, l'accès aux structures de santé, mais également le prix à payer. Pour la question du prix à payer, nous estimons que nous allons poursuivre la politique de gratuité des soins. Pour l'accès aux structures de santé, la politique du gouvernement consiste à répertorier l'ensemble des structures de santé existantes dans le pays. Et la politique, c'est de dire qu'il ne faut plus qu'un Burkinabé fasse plus de 5 km sans rencontrer un centre de santé.
personne ne doit être distant d'un centre de santé de plus de 5 km. Et les centres de santé doivent être équipés en matériel minimum pour permettre donc de répondre donc à la demande. Donc, 2 réponses. Et on veut mettre fin à une inégalité en termes d'accès, on veut mettre fin également à une inégalité en termes de prix du moyen financier. Voilà un peu comment nous répondons également à ça. Excellence, le ministre. Juste on va juste rassembler les 2 questions et on va clôturer. Non. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question porte sur le volet, mais je vais aller très vite. Il y a 3 ans, j'avais sollicité votre prédécesseur, Luc Adolphe Thiao, pour savoir ce qu'il faisait au Burkina Faso. Il m'avait convié à visiter tout ce qui était fait autour du fleuve Sourou, à l'ouest du pays, les irrigations de 2800 hectares de terre. Qu'est-ce que ce projet-là qui allait s'étendre sur le Burkina Faso devient? Ça, c'est la première question. La seconde concerne la santé. Je suis particulièrement concerné car... Oui, mais les questions privées à part, s'il vous plaît. Donc, on a pris la première question. Allez-y. C'est la santé. D'accord, allez-y. Toujours. Il y a un centre médical à Touissé qui a été, dans la première pierre, a été déposée par ma feu épouse il y a quelques années. Nous essayons de faire fonctionner ce centre-là et nous rencontrons beaucoup de difficultés. Merci de nous permettre d'apporter ce centre. D'accord, merci. Aurélie, allez-y. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Je suis malgache, donc j'ai une vision de ce que j'entends, ce que vous entendez par rapport à Madagascar, c'est-à-dire le déroulement, qu'il y a eu des insurrections, l'origine de transition. Actuellement, il y a un nouveau gouvernement que vous avez certainement croisé par rapport au sommet de la francophonie. Est-ce que, moi, ma question, c'est que c'est la même chose, tous les gouvernements en Afrique semblent dire exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, on a l'impression que vous prenez beaucoup d'engagement vis-à-vis de la communauté internationale, mais on ne voit pas beaucoup par rapport, c'est-à-dire que le plus important, c'est la communauté internationale par rapport à la population. On a cette impression. C'est pas par rapport seulement au Burkina Faso, c'est pareil aussi pour les autres pays d'Afrique, notamment Madagascar, cette impression-là. Par rapport à tout ce qui est social, que pensez-vous des implications de tous les ONG, les associations qui ont beaucoup d'implications dans tous les pays d'Afrique? C'est-à-dire, je ne sais pas si au Burkina Faso, est-ce que les intervenants associatifs, les ONG, sont gérés par certains ministères, que ce soit l'intérieur, que ce soit les affaires étrangères, parce que par rapport à Madagascar, personne ne gère. On demande quelles sont les associations, quelles sont les ONG qui interviennent dans le pays, on ne sait pas. On sait qu'il y en a beaucoup, mais on ne sait pas qui il y a. Est-ce que ce n'est pas le devoir des gouvernants de gérer pour que les ONG, les associations travaillent en bonne intelligence avec ce qui se passe dans les pays, parce que sinon, ça fait double emploi. Ok, allez-y, monsieur. Pour vous rappeler, s'il vous plaît, votre première question, c'était sur... La première question, c'est que devient ce projet d'irrigation de Sourou, tout à fait. Il y avait beaucoup d'Ulasso qui allaient suivre, après les événements sont arrivés, donc... D'accord. Parce que ça devient ce projet. D'accord, très bien, Sourou. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Alors, s'agissant de... Voilà, le centre médical de Touissé dont vous parlez, je prends note et puis le ministre de la Santé est encore là, on va essayer de se renseigner pour savoir ce que devient ce projet. Alors, peut-être qu'il faudrait que vous preniez attache avec mon directeur de cabinet ou le secrétaire général qui est là, pour vous donner vos coordonnées, pour qu'on puisse vous donner des nouvelles sur ce dossier. Pour permettre d'alimenter ce centre-là, car c'est bien sûr, bien sûr. Qui a fait construire et décider le 2 novembre. J'ai bien compris. Je suis allé visiter, je souhaite que ça continue. En tout cas, merci pour votre assistance et votre solidarité vis-à-vis du Burkina Faso. On fera ce que nous pouvons pour vous aider également. Merci. Donc, s'agissant du Sourou, effectivement, vous savez, le Sourou, c'est une vallée. Si vous regardez la carte du Burkina Faso, c'est une vallée qui a été édifiée sur un fleuve qu'on appelle le Moun. Le Moun, c'est le plus grand fleuve du Burkina Faso. Alors, il décline beaucoup comme ça.
Et dans cette boucle-là, il y a une vallée qu'on a conçue pour faire de l'agriculture irriguée. Alors, le potentiel de production irriguée dans ces zones atteint les 32 000 hectares. Mais aujourd'hui, les superficies qui sont exploitées sont très faibles. Alors, le problème de fond qui se pose dans la vallée de Sourou, c'est le suivant. Le Sourou est situé à presque 300 km de Ouagadougou, la capitale, mais c'est une zone totalement enclavée. Il n'y a pas de route. Pourtant, c'est une zone où on peut tout produire. On peut produire de la tomate, on peut produire du blé, on peut produire du maïs, on peut produire des produits maraîchers, des haricots verts, de la pomme de terre, tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, c'est enclavé. Il n'y a pas de route pour y aller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les productions, les paysans qui sont dans la vallée de Sourou produisent des produits maraîchers. Et ces produits maraîchers ne peuvent pas être conservés parce qu'il n'y a pas de structure de conservation frigorifique. Et ça ne peut pas être conservé. Il n'y a pas non plus de structure de transformation. Il ne peut pas être transformé donc, en produit, donc, voilà, avec une valeur ajoutée pour être commercialisé. De sorte que c'est dramatique, mais on m'a rapporté qu'il y a des paysans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des acheteurs qui viennent du Ghana, des pays voisins, et là où ils ont besoin de tomates, par exemple, du Ghana ou d'autres pays voisins. Ils viennent avec des camions pour acheter donc, la tomate, mais ils viennent, ils attendent que, comme il n'y a pas de structure de conservation, ils attendent patiemment que la marchandise commence donc à se dégrader et que les paysans soient obligés de casser les prix. Ils vendent les tomates à un dixième du prix normal, parce que sinon, sinon ça va pourrir. Alors, de sorte qu'il semblerait qu'il y a certains paysans qui cultivent la tomate, mais qui en désespoir de cause, ils refusent même de la récolter. Ils préfèrent laisser la tomate pourrir dans les champs. Alors, le Burkina Faso a aujourd'hui également l'une des variétés de haricots verts qui est la plus prisée dans le monde. À l'époque, moi, quand j'étais jeune et que j'étais en France ici, quand je voyais les haricots verts du Burkina Faso dans les étalages des supermarchés, j'étais fier. Parce que c'était un des plus chers, une des variétés les plus chères. Aujourd'hui, cette production maraîchère a été étouffée et ça a quasiment disparu. Parce que simplement, il n'y a pas de soutien à la filière. Et pourquoi il n'y a pas de soutien à la filière? Il n'y a pas de route pour aller exploiter, pour aller récupérer les productions in situ, les conditionner comme il faut, dans les structures frigorifiées et les exporter. De sorte qu'il y a du potentiel dans cette zone qu'on appelle la vallée de Sourou, mais qui est totalement abandonnée, sous-exploitée. Alors qu'on peut, même le blé, on peut produire là-bas. On peut tout faire. Tout ce qui est produit maraîcher, tout ce qui est céréales, tout peut être produit là-bas en abondance. Il y a 32 000 hectares de potentiel de production irriguée. Il y a à peine, je ne sais pas, on a 6 000 hectares qui sont utilisés actuellement. Et là aussi, et là également, comme j'ai dit, impossible d'étendre la production simplement parce qu'il n'y a pas de structure de conservation, il n'y a pas de structure donc, de transformation et il n'y a pas de route également pour transporter donc, les productions. C'est une, voilà, donc mon gouvernement entend et mettre en œuvre des politiques appropriées. Nous entendons revoir totalement le modèle qui est en place dans la vallée de Sourou pour essayer donc de développer tout le potentiel qu'il y a dans cette zone. Parce que c'est une grande richesse pour le pays. Il y en a d'autres. Il y a un autre site qu'on appelle Samandani, que nous sommes en train de construire dans la zone dans la région de Bobo-Dioulasso, mais qui est également qui va être conçu. C'est sur également le même fleuve le Moun. Mais rien que la vallée de Sourou, si la vallée de Sourou était exploitée comme il faut, voilà une zone qui pourrait nourrir tout le Burkina Faso. Et également créer les bases de la transformation structurelle de l'économie à partir donc de l'articulation entre l'agriculture et l'élevage et l'agroalimentaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la politique de mon gouvernement, ça va être de mettre en œuvre la vision que nous avons. On va repenser totalement le modèle de production qui est en place dans la zone de la vallée de Sourou, de manière à ce que la vallée de Sourou puisse, en tout cas, donner toutes les potentialités dont elle regorge. Alors maintenant, s'agissant donc des engagements dont tenus par les différents gouvernements, en tout cas, ce n'est pas le mien. Nous faisons ce que nous disons. Et pourquoi? Parce que le président Roch-Marc Christian Kaboré a été élu à la suite du contexte que vous savez, insurrectionnel.
On ne peut plus faire au Burkina Faso ce qu'on faisait par le passé. Les jeunes aujourd'hui, quand vous allez au Burkina Faso, vous serez émerveillés par la vitalité de la société civile. Vous serez émerveillés par la vitalité de la presse privée. C'est incroyable. Moi qui ai vécu longtemps à l'étranger, j'ai vécu presque plus de 30 ans à l'étranger avant de rentrer, j'étais impressionné par cela. C'est une de mes plus grandes satisfactions. La vitalité, donc, de la diversité de la presse libre et la presse. Vous voyez des télévisions libres, des radios libres, des journaux libres. Et vous avez également des organisations de la société civile qui sont extrêmement vigilantes sur la gouvernance. Donc, de sorte qu'il est difficile aujourd'hui de dire des choses ou de faire prendre des engagements qu'on ne peut pas tenir. Parce que la société civile est vigilante. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment que je salue. Et c'est une de mes plus grandes satisfactions. Vous avez également des syndicats libres. Bon. Et qui sont là, qui défendent les droits des travailleurs. Alors, de sorte que les choses ont changé dans ce pays. Et surtout que les jeunes se sont insurgés pour résister, et pour mettre d'abord fin au régime que vous connaissez, mais également pour résister à la tentative donc, de récupération du pouvoir par un coup d'État militaire, au plus du sang. C'était très fort. Pour restaurer et défendre la démocratie et la liberté. On ne peut plus faire au Burkina Faso ce qui se faisait avant. On est obligé, en tout cas, d'intégrer dans notre démarche la culture de la redevabilité. Il faut rendre compte de ce que nous faisons. Il faut la transparence. Il faut l'efficacité. C'est pourquoi l'axe 1 du plan national de développement économique et social, c'est l'amélioration de la gouvernance, notamment sous tous ces angles. Et c'est pour ça que je dis que, bon, je comprends ce que vous dites. En tout cas, nous essayons de faire différemment. Alors, ce que vous dites au sujet des ONG, je pense qu'au niveau du Burkina Faso, la politique de mon gouvernement, c'est d'organiser le dialogue avec les ONG. Nous pensons effectivement. Les ONG sont regroupées au sein de ce qu'on appelle le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Ça s'appelle le SPON. Alors, le SPON, c'est la structure qui fédère, la structure fêtière des ONG. Et le gouvernement a un dialogue régulier, on organise un dialogue régulier avec les organisations non gouvernementales pour essayer donc de savoir, d'abord de les recenser, de les répertorier, comme vous dites, et également de partager les priorités nationales. Parce que le plan national de développement économique et social, c'est le nouveau référentiel pour les politiques de développement du Burkina Faso. Il est donc important que nos partenaires techniques et financiers, mais également les organisations non gouvernementales, intègrent les visions, intègrent également leurs actions par rapport aux priorités qui sont définies par le plan national de développement économique et social. Et c'est pourquoi nous essayons donc d'organiser ce dialogue permanent et ces feedbacks avec elles. Donc tout cela, ça nous encourage après de visiter Burkina Faso. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Savoir et de visionner de près ce qui se passe chez vous. Et ça nous fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup, Excellence, Merci beaucoup. Pour votre accord pour ce point-là. C'était intéressant et on souhaite une autre fois, quand vous revenez, vous nous tenez au courant, comme ça, il y aura, on va faire le point avec vous de tout ce qui est réalisé. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous faisons ce que nous disons. S'il vous plaît.